Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va tacler les principales critiques et les principaux mythes qui entourent la créa et le social ads. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Emeric, qui est CEO et cofondateur de l'agence KickAds. Salut Emeric, Salut Maxence, comment ça va? ça va et toi? Super, super, ravi d'être sur le podcast pour cet épisode. Eh ben écoute, tu nous en diras plus de toute façon sur l'agence en répondant avec les questions. On va bien comprendre ton univers et ce que Ouais. tu en penses. On va attaquer tout de suite avec la première question qui met tout de suite dans le bain. C'est quoi l'erreur la plus courante que tu vois sur ton sujet de prédilection? Et comme ça, tu peux nous rappeler en même temps. Yes. Mon sujet de prédilection, principalement, ça va être la créa en social ads. Comment performer avec la créa en social ads. Euh, et du coup, l'erreur que je vois le plus souvent, que je vois en fait sur la majorité des marques e-commerce qui font des social ads, c'est que elles font les créas un petit peu au hasard. Elles n'ont pas réellement de stratégie. Elles vont faire un peu tout ça à l'aveugle, ce qui fait que de temps en temps, il y a une créa qui marche. C'est un coup de chance. Et ensuite, elles s'appuient sur cette créa ou ces créas, si elles ont de la chance, qui fonctionnent bien pour augmenter les budgets. Elles pensent que leur campagne fonctionne bien, mais en fait, c'était juste un coup de chance parmi d'autres. Et ensuite, elles n'arrivent pas à répéter en fait le fait de faire plusieurs créas performantes et elles atteignent assez rapidement un plateau et elles n'arrivent plus à grossir en fait. Intéressant parce que quand tu dis c'est un coup de chance, comment tu distingues le coup de chance de la vraie stratégie derrière? C'est quoi la principale chose à comprendre pour ceux qui se disent ah oui, ça m'est déjà arrivé? Alors, en termes de conséquences, tout simplement la différence c'est que quand c'est un coup de chance, on n'arrive pas à le répéter derrière, alors que quand on a une vraie stratégie, on arrive à répéter et à produire plusieurs créas performantes. Maintenant, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est vraiment en fait d'avoir une stratégie qui est basée sur un ou plusieurs personas. On revient toujours en marketing, on revient toujours à la notion de persona, puisque c'est vraiment la base en fait du marketing. Et ensuite, ce qu'on va faire sur ces personas, c'est qu'on va déterminer plusieurs angles marketing. Donc par exemple, on va avoir l'angle marketing du prix, par exemple, l'angle marketing de l'amélioration de la santé, par exemple si on prend un exemple de complément alimentaire, l'angle marketing des performances sportives. Donc tout ça, ça peut être par exemple trois angles, mais qui vont vendre le même produit. Et pour savoir quel angle fonctionne le mieux, il faut déjà comprendre son persona, premièrement, et ensuite il faut tester. Il faut tester ces différents angles via plusieurs créas, faire 3-4 créas sur chaque angle marketing pour comprendre lequel en fait fonctionne le mieux sur notre cible et ensuite pouvoir répéter des tests et aller de plus en plus loin et comprendre en fait au sein de ces angles mêmes quel micro-argument, on va dire, quel sous-angle, quel message fonctionne réellement. Et une fois qu'on a trouvé ça, alors c'est un travail qui prend quand même plusieurs mois en général, hein, il faut pas le sous-estimer. Une fois qu'on a trouvé ça, c'est beaucoup plus facile en fait de scaler parce qu'on peut répéter en fait la production de créa performante. Et quand on a trouvé ça, tout simplement, dès qu'il y a une créa qui s'épuise et qui commence à avoir des mauvais résultats, il y en a une autre qui va venir prendre le relais. En fait, tu rends reproductible le coup de chance que certains peuvent avoir parce qu'en fait, ils se sont pas rendus compte qu'ils testaient un angle qui marchait bien et sur lequel ils auraient pu itérer super longtemps. Et en plus, Exactement. ils gagnent du temps parce que du coup, au lieu de tester au petit bonheur la chance, tu as une vraie roadmap de test avec tes différents angles que tu vas tester avec des budgets dédiés, un timing dédié. Et après, en fait, tu rends ça beaucoup plus reproductible que ce fameux coup de chance qui est limite un coup de loterie, de ticket à gratter, qui Ouais, forcément. c'est exactement ça en fait. Il y a beaucoup de marques qui vont scruter les bibliothèques publicitaires qu'on connaît tous de 900 Care, de Boku, de Sisters Republic, Inga et toutes ces marques qui sont très fortes en publicité euh, et qui vont en fait juste copier les formats. Et vu qu'il y a des très bons formats, des fois ça va marcher. Sauf que c'est pas forcément toujours adapté pour la marque, d'une part, et d'autre part, quand on fait ça on est incapable de le reproduire parce qu'on a copié quelque chose qui marchait bien chez le voisin. Sauf que c'est pas parce que j'ai copié une créa de 900 Care qui fonctionnait que maintenant je vais aller copier toutes les créas de 900 Care qui fonctionnent et que ça va fonctionner à chaque fois pour moi.
parce que public différent, marque différente, donc c'est des choses différentes qui fonctionnent à chaque fois. Ah, d'ailleurs, si vous utilisez abusément la bibliothèque publicitaire de Meta et si vous écoutez ce podcast sur YouTube, je vous mets juste ici le lien de la vidéo que j'avais sobrement intitulée «Pourquoi tu dois arrêter d'utiliser la bibliothèque publicitaire de Meta?» qui résume exactement ce que Aymeric vient de dire, donc hyper content qu'on soit d'accord là-dessus. Faites attention, c'est un super outil, mais il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie et surtout avec une stratégie. C'est ce que tu nous disais, Aymeric. Sans stratégie, ça sert à rien d'aller se perdre là-dedans finalement. Ouais, exactement. Moi, je suis pas du tout en mode, je vais faire la morale, c'est pas bien de copier un format. Pour être très transparent, je m'en fous, ça m'arrive de copier des formats. Et je pense même que c'est bien de copier des formats, mais il faut le faire intelligemment. Déjà, il faut pas recopier toute la vidéo et ensuite, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on recopie un format plutôt qu'un autre. Et il faut le faire sur les bons angles marketing une fois qu'on a fait tous les premiers tests. On va faire les premiers tests sur des formats qui sont assez simples, les formats vraiment classiques des UGC par exemple, donc des vidéos UGC, 3 raisons, du unboxing, un témoignage client avec un peu de storytelling, des trucs vraiment classico-classiques sur lesquels on va tester les différents angles marketing, parce que ça, c'est des formats qui sont déjà éprouvés, qui fonctionnent déjà. On va tester là-dessus, et ensuite, une fois qu'on a les bons angles, là, on va pouvoir itérer sur les formats et essayer d'être un peu plus originaux ou d'aller copier des formats tendance, par exemple. Clairement. En tout cas, très clair. Et si on revient sur le domaine de la créa et du social ads en général, est-ce que selon toi, il y a un truc qui est super facile et que pourtant personne ne fait? Ouais, il y en a même 2. Je vais t'en donner 2 parce que quand j'ai découvert ça, ça a vraiment été game changer. Le premier, c'est de faire des variantes des créas. La majorité, en fait, des marques et des agences font des variantes des différentes créas, mais le font mal ou le font pas assez intelligemment. Souvent, ce qu'on va faire, et ça, nous, on le fait aussi pour tester, c'est qu'on va faire plusieurs variantes à partir du moment où on produit la créa. On va faire, par exemple, des variantes du hook, des variantes du CTA ou des variantes de certains plans, etc. Donc ça, c'est bien pour juste pour pas jeter la créa à la poubelle, par exemple, si le hook est pas bon, alors que la créa derrière peut avoir une chance de fonctionner. Maintenant, il y a une autre façon de faire des variantes qui est beaucoup plus intéressante selon moi, c'est de prendre les créas qui ont le plus dépensé, donc celles qui ont le mieux fonctionné si vous gérez bien votre compte Facebook Ads. Et si c'est pas le cas, bah, il y a 2 personnes sur ce podcast qui seraient ravies de gérer votre compte à votre place. Euh, donc les créas qui ont le plus dépensé, on va les prendre et on va regarder les stats, on va analyser un petit peu dans le détail. Ce qu'on va voir souvent, c'est qu'il y a beaucoup de dépenses. Il y a un CPA qui va être proche de la moyenne du compte parce que vu qu'il y a le plus de dépenses, c'est cette créa-là ou ces créas-là qui influencent le CPA moyen. Et logiquement, ça va être légèrement plus bas que la moyenne. C'est pas toujours le cas, mais c'est l'idéal. Et ensuite, on va regarder plusieurs stats. Et l'idée, ça va être de trouver des défauts. Ça va être de trouver des gros points forts et des gros points faibles à ces créas, de leur trouver des défauts pour les améliorer. Ces défauts-là, nous, on va les regarder uniquement sur les métriques qui ont un impact direct sur la performance. Donc, pour moi, il y en a 2 principalement, c'est le CPC et le taux de conversion. Si on arrive à avoir un CPC bas, ça peut compenser un taux de conversion qui est bas aussi, et inversement. Si on a un taux de conversion élevé, ça va compenser un CPC qui est élevé. Donc, on va regarder en fait lequel de ces 2 indicateurs est mauvais, ou alors est vraiment moins bon que l'autre, et on va les comparer à d'autres créas qui sont meilleurs sur ce même domaine. Je te prends un exemple. Si j'ai une créa A qui a un CPC très élevé et un taux de conversion très élevé, et une créa B où c'est l'inverse, où il y a le CPC qui est très bas et le taux de conversion très bas, bah pour améliorer la créa A, je vais voir ce qu'on a bien fait sur la créa B en termes de CPC. Le CPC, il est influencé par le CPM et le CTR. Souvent, le CPM, on n'a pas énormément de maîtrise dessus. C'est surtout le CTR. Donc, on va regarder sur cette créa-là, qu'est-ce qui fait que les gens ont plus cliqué que sur l'autre. Et on va essayer de faire des petites variations pour, euh, pour voir, par exemple, si en ajoutant de la preuve sociale, en ajoutant tel ou tel argument ou en changeant le hook, on va réussir à améliorer le CTR de la créa A
pour améliorer les perfs au global. Et en fait, on fait ça avec toutes les créas qui ont le plus dépensé, les best performers du compte sur les derniers mois. Et en faisant ça, généralement, on arrive assez facilement à produire 6, 10, 15 variantes qui vont pas toutes fonctionner, évidemment, mais sur toutes les variantes qu'on va produire, il y en aura toujours qui vont fonctionner. Parce que c'est des créas qui ont déjà été testées, déjà éprouvées, et on essaie juste de les améliorer, en fait. Donc, c'est, en fait, c'est un truc qui marche quasiment à tous les coups de faire ces variantes-là. Et puis en plus, c'est hyper, pas économique, mais tu recycles une partie de ce que tu as fait aussi. Tu jettes pas tout à la Exactement. poubelle, comme tu dis. Les créas, ça coûte assez cher quand même à produire pour certaines marques, surtout quand tu veux faire plein de variantes, etc. Donc si tu peux mutualiser une partie du coût en réutilisant un maximum, alors il faut pas tomber sur des créas Frankenstein non plus, hein, c'est pas ce que nous dit Emric, je pense, mais réutiliser des éléments qui vont bien ensemble et qui peuvent se combiner, tu as un peu ce qu'on appelle l'effet Megazord, où tu prends des choses qui sont déjà très bien individuellement et juste tu prends le meilleur de chacun pour faire quelque chose qui est encore plus fort. Exactement. Exactement. On va reprendre par exemple un wording qui a bien marché sur le hook. On va peut-être ajouter un peu de texte pour rajouter de l'information si le taux de conversion est pas bon, etc. Il y a vraiment plein d'optimisations qui sont possibles là-dessus. Et au-delà du coût, les créas, ça met aussi du temps à produire. Donc ça a l'avantage d'être économique en termes de coût et aussi d'être rapide à produire. Pour faire ces variantes-là, ça dépend après des process et du nombre de variantes, mais ça peut être fait très rapidement. En une semaine, on va avoir 10 variantes, quoi. C'est l'avantage aussi, ouais. On sait que le temps, ça se rachète pas, ça c'est encore autre chose. Exactement. Et il y a un deuxième élément qui est moins stratégique, qui est plus un format, qui est très peu utilisé, qui est le format statique UGC. Euh, et ça, c'est très peu utilisé, alors que vraiment, à chaque fois qu'on l'utilise bien et qu'on a les bons wordings sur ces formats-là, c'est un winner. Et on a certains comptes sur lesquels on a des créas toutes simples, la photo d'un post-it collé sur un produit avec quelques mots sur le post-it. Et j'ai un exemple en tête où cette créa-là, elle a dépensé plus de 30 000 euros et où elle doit tourner depuis quasiment un an, je pense, peut-être 8 ou 9 mois. Donc, franchement, c'est quelque chose qu'on fait sur la majorité de nos clients, quand ils sont d'accord en tout cas. Et ça marche quasiment à chaque fois, vraiment. Sur chacun des comptes, à chaque fois, il y a une créa post-it ou une créa note iPhone ou une fausse story Instagram un peu dégueulasse. À chaque fois, c'est dans le top. Ce qui est assez marrant parce qu'en plus, c'est pas les plus coûteuses à produire, du coup, tout le monde s'excite sur la vidéo, etc. En fait, parfois, une bonne Exactement, statistique, c'est toujours des fondamentaux à avoir dans son compte aussi, de toute façon, pour faire. exactement. Et ces formats-là, en fait, c'est ça pousse d'autant plus à travailler le fond. Parce que quand on va faire des vidéos ou même des statiques, mais qui sont un peu plus jolies, le problème, c'est que on va avoir tendance à se concentrer un peu sur la forme, et à délaisser un petit peu le fond finalement. Alors que sur ces statiques-là, vu que la forme est pas ouf de toute façon, on va se concentrer surtout sur le fond, donc sur quel message on va faire apparaître, et on va faire du testing de messages en fait, et au bout d'un moment, on va arriver au bon, et ça va fonctionner. Et clairement, le sujet des statiques, ça pourrait être presque la dernière question qu'on aime bien poser à chaque fois, ce qui est qu'est-ce que la fausse croyance que tu aimerais débunker ici? Donc limite, c'était ça, mais est-ce que tu en as une autre, une fausse croyance que tout le monde a, et tu dis, bah non, en fait, c'est pas comme ça, c'est autrement. Bah, il y en a 2 du coup qui toutes les 2 sont liées un petit peu, au dernier point que qu'on vient d'aborder là. La première, c'est la fausse croyance comme quoi les vidéos fonctionnent mieux que les statiques. C'est faux. Les vidéos fonctionnent mieux parce que la majorité des marques font des mauvaises statiques, tout simplement. Et les statiques, il faut savoir qu'il y a vraiment 3 éléments qui vont faire qu'une statique performe ou pas, par ordre d'importance. Le premier, c'est la headline, donc le titre. On va mettre un titre en gros. Les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est un titre qui est pas assez précis. On comprend pas ce que fait le produit tout de suite en un clin d'œil. Un titre qui parle pas à l'audience. On sait pas à qui ça s'adresse. Ou alors un titre qui est trop long.
Et ça fonctionne pas parce que le titre, il fait office de hook visuel, en fait. Donc il faut vraiment, c'est pas un exercice facile, mais il faut en quelques mots, vraiment 4-5 mots maximum, réussir à avoir un titre percutant qui dit à qui on s'adresse et ce que fait le produit. C'est pas obligé d'être complet, mais il faut que ça attise suffisamment la curiosité pour que la personne regarde un petit peu de plus près la statique et soit assez intéressée pour cliquer dessus. Donc ça, c'est le premier élément, le titre. Ensuite, il va y avoir ce que j'appelle les badges. Donc les badges, on le voit assez souvent sur les statiques. On va avoir 2, 3 ou 4 petits ronds avec un pictogramme et un petit texte en dessous qui souvent vont mettre en avant les bénéfices. Ça peut être des bénéfices ou des caractéristiques du produit. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Il y a beaucoup de marketeurs qui disent qu'il faut avant tout cibler les bénéfices. C'est vrai, mais si le titre fait déjà le job, on peut très bien parler des caractéristiques. Ça, c'est hyper important et ça fonctionne très bien parce que ça permet visuellement de gagner de la place et de décrire ses bénéfices sans prendre trop de place sur la créa et sans noyer de texte la créa. Et c'est évidemment hyper important pour que la personne comprenne mieux ce que fait le produit. Et le troisième élément, c'est évidemment la photo produit. Euh, la photo produit, c'est là on est vraiment sur de la visualisation. Il faut que il faut que l'audience elle puisse se projeter avec le produit. Donc on peut mettre soit une photo du produit en utilisation, soit une photo du produit sous sa forme finale, par exemple. Il y a par exemple, si je reprends l'exemple des compléments alimentaires, on va mettre une boîte de compléments alimentaires, mais il faut essayer de mettre, par exemple, par-dessus, si c'est des comprimés, si c'est un complément alimentaire liquide, il faut mettre la forme finale du produit pour qu'il n'y ait pas de surprise quand on arrive sur la landing page après. Donc vraiment là, l'objectif, c'est de la projection. C'est, comme dirait Stéphane Plaza, si un prospect qui se projette, c'est un prospect qui a déjà quasiment acheté. Donc ça marche pareil que dans l'immobilier. Je sais pas où je suis allé chercher cette cette référence, mais ça marche exactement pareil. Il faut que la personne se projette en train d'utiliser le produit. Non, mais de toute façon, clairement, c'est une super métaphore, parce que les gens ont besoin de se projeter, quoi qu'ils achètent, en fait. Ils ont besoin de se projeter en utilisation Exactement. du produit ou avec le produit dans leur quotidien, sinon ils vont pas passer à l'acte d'achat dans tous les cas. Donc, très bien la métaphore. Hem, Et du coup, la deuxième fausse croyance qu'on voit souvent, on la voit un peu moins maintenant, mais encore beaucoup trop, c'est le branding. Euh, alors le branding, c'est important, mais il y a une fausse croyance sur ce qu'est le branding. Le branding, c'est pas l'identité visuelle. Ça, il faut se sortir ça de la tête. On peut sortir de son identité visuelle et quand même respecter le branding de sa marque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les créas statiques UGC fonctionnent bien et que ce qu'on appelle les ugly ads fonctionnent très bien particulièrement. Ça n'abîme pas le branding d'une marque. À part si on a une marque de luxe qui se veut à l'opposé de l'authenticité et de l'authenticité tout simplement. À part dans ce cas-là, ça va pas abîmer le branding parce que le branding il passe aussi par le message. Quel message on va écrire. Par exemple, si l'humour fait partie du branding, même s'il n'y a pas l'identité visuelle, on peut avoir un message humoristique sur ce type de statique UGC et ça va quand même rappeler le branding. Il y a plein de choses vraiment. Il va y avoir la tonalité de la marque qui, selon moi, est le plus important. Il va y avoir les arguments, il va y avoir le persona. Tout ça, ça fait partie de l'identité de marque, ça fait partie du branding. Et souvent, quand, quand on a un responsable marketing qui parle de branding, il parle souvent de l'identité visuelle quand on parle de créa. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça empêche de faire certains formats qui fonctionneraient très bien et qui, pour le coup, n'abîment pas du tout l'image de marque. ah et c'est vrai qu'on voit pas mal de marques qui s'auto-freinent et qui limite, acceptent ou pas de laisser des opportunités sur le côté pour des raisons, purement esthétiques ou on pourrait presque parler d'ego de marque Ouais, clairement. sans Et exagérer, d'ailleurs, mais il y a plein d'exemples de marques qui ont des super branding et qui font ce type de créa qui marche très bien. J'ai parlé de Boku et 900 Care tout à l'heure, ils le font. Et si on parle des États-Unis, il y a True Classic qui pour moi est un des GOAT du social ads qui le fait aussi.
Il y a des marques comme Obvi, comme Magic Spoon, qui font toutes partie des meilleures marques en ads aux USA et dans le monde du coup, qui font aussi ce type de créa, alors que c'est des marques qui ont des super branding, que ce soit identité visuelle ou identité de marque au global. Ouais, et clairement, c'est juste qu'ils osent et comme c'est bien fait, de toute façon, on leur pardonnerait quoi qu'il arrive parce que c'est pour les reprendre l'exemple des trucs classiques justement, c'est tellement bon, il y a un petit côté, semi Old Spice, de la à l'ancienne quoi, Mmh. mais c'est tellement bien foutu qu'en fait, juste ça te fait rentrer dans la marque et limite ça crée de la proximité avec une marque qui après redevient un peu différente, mais ça Ouais, fait ouais, rentrer le clairement. et ça fait rentrer le client, clairement. Pour moi, l'erreur, en fait, qui pourrait abîmer le branding, ce serait de faire que des ugly ads. Ça, oui, d'accord. Ça pourrait abîmer le branding, mais faire se concentrer uniquement sur un format, que ce soit des ugly ads ou pas, c'est toujours une mauvaise idée. Donc, il y a pas trop de débat là-dessus, en vrai. Merci beaucoup Emric, en tout cas c'était hyper clair. Si vous avez des questions à poser pour Emric, je suis quasi sûr qu'il sera prêt à revenir pour un plus long format où on pourra rentrer plus dans le détail et encore plus vous parler de créa et de social ads. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous êtes sur YouTube ou écrivez-nous si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Emric, on te retrouve principalement sur LinkedIn et YouTube si je dis pas de bêtises. On mettra Ouais. les liens en description. C'est hyper intéressant ce qu'il fait, donc on se retrouve de l'autre côté et suivez bien ce que fait Emric. À très vite. Merci Maxence, salut.